On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, ça va être beaucoup de blabla, hein, si on veut bien. Donc ceux qui viennent pour avoir que des images, malheureusement, passez votre chemin. J'aurais tendance à vous dire ça. Maintenant, la vidéo devrait être intéressante. Ça fait plusieurs jours que je la prépare. J'ai pris des notes. Alors c'est pour ça que de temps en temps, je vais regarder mes notes parce que je ne sais pas tout par cœur, mais j'ai pris beaucoup de notes justement sur ce sujet. Le sujet, vous l'avez vu dans le titre, ce sont les incidents et les accidents qui peuvent impliquer un drone. Et donc, comment c'est géré derrière, qui s'en occupe, qui fait quoi, vous allez voir ça. Et puis à la fin, on va disséquer trois accidents qui se sont déroulés. Vous verrez, ça sera, je pense, assez intéressant. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Donc bonjour à tous, je vous ai pas dit bonjour, moi c'est Benoît. La chaîne, vous la connaissez certainement. Entrons dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez, les drones font maintenant partie du paysage aéronautique français, européen, voire national, hein. Des drones, il y en a partout. Mais tout d'abord, on va commencer vraiment bas. On va prendre les bases. Qu'est-ce qu'un drone? Et oui, vous êtes peut-être déjà posé la question. Donc un drone, en fin de compte, c'est un aéronef circulant sans personne à bord. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. À partir du moment où vous avez un aéronef qui circule sans personne à bord, on peut appeler ça un drone. Alors le drone, ça a été un terme générique qui a été repris, qui n'existait pas au début. Au début, c'était vraiment un appareil particulier. Maintenant, on fait un petit peu l'amalgame sur des drones pour différentes choses. Voilà. Donc ce genre d'appareil, évidemment, vous le savez, ça existe depuis des années, notamment en aéromodélisme, hein. On aurait pu dire à l'époque qu'un drone c'était un hélicoptère radiocommandé, un avion radiocommandé, seulement dessus il n'y avait pas de caméra. L'intérêt d'un drone c'est d'avoir une caméra, soit pour prendre des photos, soit pour faire de la vidéo, donc pour restituer une image. Maintenant c'était à l'époque, évidemment c'était bien encadré, puisque au niveau de l'aéromodélisme, tout se déroulait dans un club, vous le savez bien. Les avions décollaient d'une piste, tournaient en rond, enfin en rond ou en 8 ou comme vous voulez, hein. Moi j'ai fait des années d'aéromodélisme en hélicoptère. Voilà, donc on décollait d'un endroit, c'était dans un club, c'était encadré. Ça allait pas se balader à 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres. Alors 200 mètres, 300 mètres, oui, mais après des 500, 600 mètres, je pense pas, hein. Sauf des gros modèles, oui, qui peuvent aller assez loin puisqu'on les a toujours à vue. Mais bon, là, c'est tout ça pour dire que ça se passait au même endroit. Maintenant, avec un drone, vous savez, on peut décoller de n'importe où, de n'importe quel endroit. Mais il existe également des drones militaires qui, eux, sont régis par des règles particulières. Ils sont bien encadrés, les pilotes sont bien formés, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont des procédures à suivre en cas d'incident avant d'éviter l'accident, justement, c'est ça l'intérêt. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet des drones militaires. Je connais un petit peu, mais je suis loin de tout connaître dans ce domaine-là. Donc on va pas s'égarer. Donc vous le savez, les drones sont arrivés dans le paysage aéronautique. Alors je parle en général, hein. Il a donc fallu éditer des règles pour réguler cette activité. Donc la France, comme en France on fait jamais comme les autres, la France a été précurseur en la matière, elle a rapidement édité des règles. Dès 2012, une réglementation nationale a vu le jour afin d'encadrer les drones, l'usage des drones, plutôt, hein, pour être plus précis. Et puis ensuite, en 2016, est arrivée une modification de cette réglementation. Jusque-là, vous devez vous en souvenir, c'était les 10 bons commandements qui étaient notamment édités. Alors, je voulais l'imprimer, je ne l'ai pas fait. Généralement, quand vous achetiez un drone dans la boîte, vous aviez les 10 commandements à respecter, de ne pas survoler les personnes, pas voler en agglomération, garder le drone à vue, etc., etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, la France était précurseur là-dessus. Ensuite, il y avait un encadrement donc, pour les drones professionnels et pour les drones de loisirs, qui étaient deux catégories complètement distinctes en fin de compte, hein. En janvier 2021, donc, est arrivée la nouvelle réglementation européenne. Alors là, c'est assez complexe pour ceux qui ont regardé un petit peu. Vous le savez, il y a différentes catégories. Bon, nous, on va rester sur la catégorie ouverte. Après, il y a des sous-catégories, des classes. L'étiquetage des drones qui devait être avec la norme CE qui n'y est toujours pas. Enfin bon, personne s'y retrouve. Après, il y a des spécificités françaises qui restent quand même inclus dedans. Bon, ça c'est assez complexe et puis je vais pas détailler puisque je vous avoue que j'ai déjà moi du mal à m'y retrouver, donc il faut voir en fonction de chaque modèle, en fonction de ce que l'on veut faire avec. Voilà, donc quel a été le but inavoué de cette nouvelle réglementation européenne en fait, hein? Eh ben, c'était de faire évoluer le statut juridique du télépilote. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que même si on distingue toujours plus ou moins le côté professionnel avec la catégorie spécifique et le côté loisir avec la catégorie ouverte, même si en catégorie ouverte on peut faire quelques actes professionnels, en fait cette réglementation a été faite pour tenter à amenuiser la différence entre justement le côté professionnel et loisir. Et tout ça dans un seul but, il faut le savoir, c'est de responsabiliser le pilote, le télépilote de drone, afin qu'il ne fasse pas n'importe quoi, comme on peut le voir trop régulièrement. Surtout des choses dangereuses, on va dire, parce qu'il y a des choses que l'on peut faire où on n'est pas tout à fait dans les clous, mais qui porteront aucun préjudice en cas de problème. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, voilà, c'est porter atteinte à la sécurité du vol. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure quand on va étudier les différents cas d'accidents de drone qui se sont réalisés. Voilà, donc cette notion de professionnalisation, elle est arrivée petit à petit. Hein, déjà pour les drones de 800 grammes, donc comme par exemple un Phantom ou un Mavic 2 Pro, ou etc., il a fallu passer le petit brevet en ligne. Alors il faut savoir que le brevet de loisir français était relativement simple à faire. Si vous avez fait le brevet européen, il est déjà un petit peu plus compliqué à faire. Moi j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était pas aussi simple. Ça se fait, mais c'est pas aussi simple. De plus, de nouvelles infractions ont également vu le jour. C'est pareil, je ne vais pas venir dans le détail dans cette vidéo-là. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On pourrait faire une vidéo dédiée aux infractions, à ce que l'on risque en fait quand on ne vole pas dans les clous. En fait, peut-être que ça peut en intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à propos de commentaires, d'ailleurs, si c'est pas fait, n'oubliez pas le petit j'aime, parce que je vous dis, j'ai passé quelques heures à faire tout ça, vous allez voir, là on en est qu'au début, hein. Donc n'hésitez pas, le petit j'aime, et puis à vous abonner aussi, mais j'y reviens après. Alors un petit chapitre qu'on pourrait appeler prévention par une professionnalisation progressive. Voilà, c'est ce que je vous ai marqué juste avant. J'ai retenu une citation, donc je vais lire pour bien vous la donner dans l'ordre, hein. En aéronautique, on a coutume de dire que le pilotage privé est un loisir qui requiert une attitude de professionnel. On se la rejoue au ralenti pour ceux qui n'auraient pas bien compris, hein. Pilotage privé est un loisir, ça on est d'accord, c'est du loisir quand on pilote en privé, mais ça requiert une attitude professionnelle, c'est-à-dire que même si on vole en privé, on doit voler exactement comme un professionnel et respecter les mêmes règles. Ben, cette formule tend à s'appliquer de plus en plus en fait aux télépilotes de drone, on lui demande de plus en plus, même si télépilote pour du loisir, de se rapprocher du télépilote professionnel afin de ne pas faire n'importe quoi. Pour exemple, hein, il y a quelques années, seuls les professionnels devaient déclarer leur drone, leur activité, posséder une formation, c'était la formation théorie QLM qu'on demandait à l'époque, etc. etc. Maintenant, pour beaucoup de drones, on vous demande tout simplement d'avoir plusieurs acquis. Par exemple, un drone qui ferait moins de 250 grammes mais qui est équipé d'une caméra, donc c'est quasiment tous les drones, enfin tous les drones qui nous intéressent à nous, hein, parce que acheter un drone juste pour voler à l'intérieur d'une maison sans filmer, c'est pas ce que nous on recherche, hein. Et ben lui doit s'enregistrer en ligne afin de disposer d'un numéro d'exploitant. Ça, avant, ça n'y était pas du tout. Il faut savoir que vous devez tous avoir votre numéro d'exploitant qui lui doit être affiché sur le drone. Attention, sinon ça c'est une infraction par exemple. Et donc ce numéro d'exploitant il commence par FRA et puis après il y a des chiffres derrière. Bon, ceux qui sont inscrits le savent. Donc tout ça, ça se fait sur Alpha Tango. En plus, si votre drone fait plus de 250 grammes, donc là on monte, on n'est plus par exemple sur du Mini 2 ou du Mini 3 Pro qui va bientôt sortir, comme ça la vidéo sera un peu d'actualité, vous voyez. Si vous prenez rien qu'un R2, hein, ou le R2S maintenant, c'est pour ça que je vous l'ai mis là, eh bien ce drone-là, lui, oblige le télépilote à avoir son brevet de télépilote de loisir. Donc n'oublie pas d'aller le passer. Et chose qui n'a pas changé pour les drones de plus de 800 grammes, par exemple celui-ci, ou celui-ci, je vous ai ressorti de mes archives mon premier gros drone, donc ceux-là doivent être immatriculés parce qu'ils font plus de 800 grammes. Donc pareil, il faut aller sur Alpha Tango, penser à faire l'immatriculation. Donc vous voyez toutes ces petites choses-là, tout ça pour dire que ça se rapproche de la professionnalisation parce qu'on en demande de plus en plus aux télépilotes. Il faut savoir que ce qui est rentré, alors pareil, je ne vais pas rentrer dedans dans cette vidéo, tout ce qui est rentré en ligne de compte également pour cette nouvelle réglementation, c'est le facteur de risque. Voilà, tous les drones vraiment à risque, donc plus ils sont lourds, plus ils sont à risque, parce que si quelqu'un se le prend sur la tête, forcément les dégâts seront plus importants, les hélices seront plus grandes.
donc les blessures seront plus importantes. Donc en fait, c'est le facteur de risque qui a été pris en compte. C'est pour ça qu'il y a différentes catégories, différentes sous-catégories, différentes classes. Enfin, je vous dis, c'est pas simple à s'y retrouver. Mais voilà, c'est parce que le facteur de risque est vraiment pris en compte maintenant dans cette nouvelle réglementation. Voilà, donc là, j'ai essayé de faire succinct, vous avez vu, hein, pour vous détailler un petit peu les règles en vigueur. Alors, il n'y a pas tout naturellement, mais si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais maintenant, donc, entrons dans le vif du sujet. Hein, comment sont gérés les incidents et les accidents impliquant un drone? Et ouais, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Eh bien, la réponse est très simple. En fin de compte, maintenant, on est arrivé à un niveau où les accidents impliquant un drone sont gérés quasiment pareil que les accidents impliquant un avion ou un hélicoptère ou un ULM, enfin tout ce qui vole. Ça rentre dans les accidents aéronautiques et donc c'est traité de la même façon maintenant. Donc comment sont gérés ces incidents ou ces accidents? Eh bien, ils sont gérés par deux organismes en fait. D'un côté par le BEA, tiens, je vais mettre là, BEA, le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Alors je vais rentrer après plus dans le détail. Et il est géré pour la partie judiciaire par la GTA, qui est la gendarmerie des transports aériens. Je vous mets le logo là. Voilà, donc c'est géré par ces deux organismes. Et chaque organisme a un rôle bien particulier. Voilà, donc le BEA, tout simplement, lui, il va réaliser des enquêtes. Et son but, c'est d'améliorer la sécurité aérienne. Hein. Il vise absolument pas à déterminer les fautes ou les responsabilités du télépilote, puisque dans notre cas, on va parler de télépilote. Lui, il est uniquement là pour mener son enquête. Hein, et à l'issue, le BEA va remettre un rapport en établissant un certain nombre de recommandations. Voilà, donc ces recommandations, elles seront dans le futur appliquées ou non. Elles feront peut-être modifier les lois afin qu'il y ait des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, mais pour éviter que des accidents qui se sont produits ne se reproduisent. Donc il faut savoir qu'à titre d'exemple, une faible partie des enquêtes concernant des drones sont connues. Hein. Depuis 2016, moi j'ai fait des recherches sur internet, donc depuis 2016, on a eu simplement 5 enquêtes. 5 enquêtes, vous voyez, c'est pas énorme, hein, impliquant des drones qui ont été ouvertes, et seulement 3 ont été traités par le BEA, puisque les autres ont été menés par des organismes étrangers. Et encore, vous allez voir après sur les 3, comme c'était au niveau européen, c'est un petit peu différent, j'y reviens tout de suite après. Donc voilà, il faut savoir uniquement 5 enquêtes. Alors pourquoi un chiffre aussi faible? On peut se poser la question. C'est pareil, j'ai fait des recherches, je vous dis, j'ai bien cherché. Hein. Et bien en fait, un faible taux d'incidents. Alors quand c'est un accident, il n'y a pas tellement le choix, mais il n'y a pas tant d'accidents avec des conséquences corporelles sur quelqu'un. Donc ça reste un incident à partir du moment où les conséquences sont minimes. Et en fait, un faible nombre d'incidents sont remontés au niveau du BEA. Et donc, revenant à la GTA, la gendarmerie des transports aériens, je remets leur joli logo ici, qui eux ont un rôle bien particulier. Hein. Donc de son côté, ils vont s'occuper, eux, du côté judiciaire de l'affaire, afin justement, eux, de déterminer les responsabilités. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, puisque pareil, la vidéo va être basée plus sur les rapports d'analyse du BEA, parce que je pense que peu de gens ont vu comment ça se passait, et donc on va détailler notre rapport que j'ai là, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc on peut dire que le BEA a plutôt un rôle préventif. Et pourquoi a-t-il un rôle préventif? Eh bien tout simplement parce qu'il est conforté par une notion spécifique au secteur de l'aéronautique qui est la culture juste. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la culture juste. Moi, il y a quelques temps, je ne connaissais pas. Donc la culture juste, elle vise à rendre compte des événements qui ont posé problème ou qui auraient pu poser problème en termes de sécurité de vol. Donc la culture juste, elle trône un retour d'expérience, hein, et à une amélioration collective des procédures. C'est pour cette raison que le BEA, le Bureau d'enquête analyse, lui ne cherche pas de coupable. Il cherche pas à savoir qui... Enfin, il cherche à savoir qui a fait quoi, mais il cherche pas à dire c'est lui qu'on doit traîner au tribunal. C'est pas ça du tout. Lui, il cherche pas les coupables. Il remet, comme je vous l'ai déjà dit, son rapport indiquant les faits en y ajoutant ses recommandations. Hein. Donc ces recommandations, naturellement, c'est pour améliorer la sécurité des vols. Voilà, donc c'est ça la notion de culture juste. C'est une notion plus ou moins de prévention, hein, tout simplement. Hein.
c'est qu'en fait, on essaye de savoir exactement ce qui s'est passé. On demande également aux gens de dire ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, et pas essayer de cacher le truc. Voilà, ils savent que derrière, s'ils ont suivi les procédures normales, alors c'est pareil en aviation, hein, s'ils ont suivi des procédures normales, mais qu'il y a eu un incident, ils peuvent le dire. La culture juste fera que eux ne seront pas inquiétés en fait. Voilà. Et donc là, c'est pareil pour le télépilote. Lui, s'il a suivi les procédures, que tout s'est bien passé, il ne sera pas inquiété. Donc justement, les enquêtes du BEA rentrons enfin. Alors vous allez me dire, il parle, mais je pense que toute cette partie avant valait le coup d'être expliquée. J'espère que ça vous aura été bien expliqué, que vous aurez bien compris, parce que je pense que ça a quand même son importance pour la suite justement. Donc passons rapidement sur les trois accidents. Vous savez, je vous ai dit que depuis 2016, il y a eu 5 accidents. 2 ont été traités par l'étranger, donc le BEA n'y a pas eu accès. 3 ont été traités au niveau européen. Alors on va passer rapidement sur les 2 premiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le BEA, il y a eu accès. J'ai pas, moi, trouvé sur leur site le rapport définitif, mais toutefois, on sait un peu ce qui s'est passé. Alors le premier rapport nous vient de Belgique. Alors c'est pour ça il n'y a pas tout, on va y passer assez rapidement. Ça se passe le 29 février 2016. Voilà. Donc un drone civil de grande taille, 3,80 m d'envergure. Je vous mets la photo, c'est un beau bébé, hein. Ça ressemble à un avion, mais en fait c'est un drone, hein. Décolle pour faire des essais. Alors, il y a dit, sur le site du BEA, c'est pas spécifié. J'ai cherché des articles de presse. Il y a différentes versions. C'est soit il faisait une mission, soit il faisait des essais en vol. Alors, on ne sait pas exactement, mais bon, peu importe. Hein, il décolle de la province d'Anvers. Anvers ou Anvers, je ne sais pas comment ça se dit. Excusez-moi pour s'il y a des Belges qui regardent la vidéo, n'hésitez pas, pareil, dites-le-moi dans les commentaires. Donc en Belgique. Peu de temps après le décollage, le télépilote perd le contrôle du drone. Il voit le drone qui s'en va. La liaison radio est défectueuse, c'est ce qui est mentionné sur le site du BEA. Donc le drone s'en va. Donc immédiatement, le télépilote rend compte aux autorités belges, hein, donc certainement à une tour de contrôle qui se trouve à proximité. Et donc ce drone prend le cap sud-ouest et part en direction du territoire français. Donc en plus, comme il n'est pas très loin de la frontière, c'est là où ça commence à poser problème. Et on nous dit à 14h33, évidemment tout est précis, le drone pénètre dans l'espace aérien français. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un Rafale décolle immédiatement de la base de Saint-Dizier. Donc vous imaginez l'action quand même pour essayer d'aller trouver le drone et puis d'estimer surtout la menace, parce qu'on ne sait pas si ce drone qui vient de Belgique n'est pas porteur d'une charge explosive, s'il pourrait aller s'écraser sur des habitations, sur des bâtiments ou sur des personnes. Donc il faut qu'il aille estimer la menace. Alors également décolle un hélicoptère, mais on n'a pas trop de détails sur cet hélicoptère, hein. Donc 30 minutes plus tard, le pilote du Rafale, lui, voit le drone, il arrive à repérer le drone, et puis donc il s'en approche le plus possible, il s'aperçoit que dessus il n'y a pas de charge explosive, enfin il n'arrive pas à déterminer qu'il peut y avoir un danger, donc il considère l'aéronef comme inoffensif, en fait c'est ce qu'on nous dit. Le drone à ce moment-là vole à 140 km/h et à peu près 1000 mètres d'altitude. Donc vous voyez, c'est quand même assez haut. Il peut y avoir d'autres avions, il peut y avoir n'importe quoi. L'intérêt de faire décoller la chasse française, c'est justement s'il y a d'autres aéronefs dans les environs, de pouvoir les informer de ce qui se passe. Voilà. Et puis d'un seul coup, le moteur du drone se coupe, hein, et l'engin s'écrase dans un champ à Dizy-le-Gros. Voilà. Fort heureusement, donc il tombe dans un champ, je viens de vous le dire, donc il cause aucun dommage. Mais le drone a quand même parcouru 200 km. Donc je ne sais pas si vous voyez sur ce premier incident, on peut plus appeler ça un incident qu'un accident, le drone a quand même parcouru 200 km. Donc ça aurait pu causer des dégâts. Ensuite, le second a été... alors pareil, on n'a pas trop de détails. L'enquête a été menée par les autorités anglaises cette fois-ci. Donc ça se passe le 17 juillet 2020 à Green Lane. Donc là, il s'agit d'un Parrot Anafi qui a un dysfonctionnement moteur. Alors malheureusement pour la marque Parrot, je sais que professionnellement, je connais du monde qui avait des Parrot Anafi et ils ont tous eu beaucoup de problèmes avec ce genre de modèle. Donc je pense que c'est quand même... Il y avait ça ou des problèmes de batterie aussi, de mémoire.
Je veux pas dire de bêtises, hein, et puis on n'est pas là pour incriminer quoi que ce soit, c'est juste pour dire. Donc ce Parrot-Anafi, pareil, le drone d'un seul coup devient incontrôlable et va percuter un bâtiment. Alors voilà, heureusement il percute un bâtiment, donc il y a moindre mal. Il percute pas de personne, donc il n'y a pas de blessés. Au niveau du drone, une hélice et la batterie est abîmée. Voilà, c'est tout ce que l'on nous dit. On n'a pas plus de détails au niveau de cette enquête-là. Voilà, vous avez vu dans le titre, maintenant on va passer au gros du sujet de la vidéo en fait. L'enquête en France qui s'est passée suite au crash du drone à Barcarès dans le 66, non loin de Perpignan. Alors ça avait fait la une de l'actualité à l'époque, hein. Et c'est classé quand même par le BEA, donc le Bureau d'enquête et d'analyse, comme un incident grave de drone DJI Inspire 2. Et donc cet accident est survenu le 14 juillet 2019 lors d'un festival de musique donc, qui se déroulait à Barcarès. Le rapport complet a été bouclé, on y a accès en ligne, donc je vais vous le montrer petit à petit et puis on va le détailler ensemble, ça va être beaucoup plus simple et vous allez voir, ça va être à mon avis très très intéressant à détailler et on comprend un petit peu que en fin de compte ce genre d'incident qui s'est transformé en accident, puisque là il y a eu des blessés, hein, il y a eu 3 blessés de mémoire, on va le revoir sur le rapport. Voilà, donc le rapport se présente comme suite, donc là je vous montre l'intégralité de la première page. Ce rapport qui fait 15 pages quand même, donc je vous montre juste la première page. Vous avez donc l'entête du BEA, rapport d'enquête, vous voyez tout. Incident grave du drone DJI Inspire 2, survenu au Barcarès. Donc c'était vers minuit 42. Bon, on a le nom de l'exploitant. Alors attention, petite précision quand même, je suis pas là pour juger ce qui s'est passé. Hein. C'est pas ça du tout le but de la vidéo. C'est juste pour vous expliquer comment ça se passe dans la réalité et que vous compreniez comment ça se fait et comment est établi un rapport. Pour rester dans le thème de la culture juste, voir un petit peu ce qui ressort de ce rapport et voir ce qui aurait pu ne pas être fait ou ne pas être fait pour éviter cet accident. Mais je jette pas la pierre, hein. Moi demain je peux aller voler, faire une mission de drone et puis avoir un accident tout pareil. Je rentre pas dans ce détail là. Donc on nous dit collision avec un obstacle, descente incontrôlée, heure de personne au sol lors d'un vol de prise de vue aérienne. Déroulement du vol, alors on a un petit nota qui est quand même important. Les informations suivantes sont principalement issues d'une vidéo prise depuis le drone, ainsi que des témoignages du télépilote, du cadreur et de témoins dans le public. Voilà, ça a son importance. Le BEA a essayé de récupérer un petit peu les images aux alentours pour avoir le plus d'éléments pour rendre un rapport le plus juste possible. Afin de réaliser des prises de vue aériennes d'un festival de musique organisé au Barcarès sur plusieurs jours, un organisateur fait appel à une société de production. La mission de prise de vue réalisée par un binôme, donc on avait un cadreur et un télépilote qui mettaient en œuvre le drone. Voilà, donc déjà on avait un drone de type Inspire 2 qui était commandé par 2 personnes, le drone lui-même donc par le télépilote, et puis le cadreur qui lui n'a pas accès aux fonctions du drone. Il a accès, vous allez le voir par la suite, à tout ce qui est charge de batterie, voir un petit peu ce qui se passe sur l'environnement du drone, et surtout son rôle de cadreur à bouger la caméra. Donc l'accident, lui, se déroule, on a dit le 14 juillet, un premier vol est effectué donc la veille, le 13 juillet, dans l'après-midi. Le quatrième vol débute quelques heures plus tard vers 0h35 depuis le côté gauche de la scène principale, objectif de réaliser des prises de vue du public situées devant la scène. Donc là on va nous expliquer tout le vol et après on va revenir sur le détail du vol. Le drone effectue des translations entre le côté gauche et la verticale de la scène. Lors du quatrième aller-retour et alors qu'il revient vers le télépilote, le drone perd rapidement d'altitude et entre en collision avec un montant à gauche de la scène. Il descend ensuite progressivement vers les festivaliers à l'avant du public. Il finit par heurter plusieurs personnes, créant un mouvement de foule. Un festivalier projette alors le drone au sol, parvenant à l'immobiliser. Voilà, donc on sait comment ça s'est passé. En fait, tout simplement, voilà, je vous mets là la photo de la scène. Le drone est arrivé, donc vous voyez le trait rouge qui est en haut à gauche. Il a volé, d'un seul coup il a perdu de l'altitude. Il a heurté le coin de la scène, là où il y a la petite étoile à gauche, point de collision, c'est marqué. Et puis ensuite, il est parti, incontrôlable, moteur allumé, ça a son importance, mais on va y revenir après, dans la foule. Voilà, donc on va voir un petit peu maintenant ce qui s'est passé plus en détail. On va venir au cadre réglementaire du vol, puisque déjà ça nous intéresse. Hein. Au moment de l'événement, la réglementation française distinguait 3 régimes d'utilisation pour les drones: aéromodélisme, expérimentation et activité particulière. Donc on était en fait à ce moment-là sur l'ancienne réglementation qui était avant la réglementation européenne.
Donc à cette époque, pour l'exploitation professionnelle, on était en activité particulière avec les 4 scénarios S1 à S4 qui étaient définis. Voilà, on nous dit qu'on est en scénario S3 pour une opération en zone peuplée, agglomération, durant laquelle voilà, le drone doit rester à vue du télépilote à une distance maximale de 100 mètres et le survol des tiers y était interdit, naturellement, puisqu'on est en agglomération. Surtout avec un drone de type DJI Inspire 2. Donc dans le cadre de cette mission S3, les drones entre 4 et 8 kg devaient être munis d'un système associé à un coupe-circuit, un parachute fonctionnement avec une commande indépendante. Le drone de l'événement, d'une masse de 4,3 kg, avait tous les événements et était muni d'un tel système, donc ça a quand même son importance. Hein. L'Inspire 2 qui a servi à la boîte de production était bien muni du coupe-circuit et il était muni d'un parachute, donc ça c'est important. Alors la préparation du vol. Très important, préparation du vol. Moi, j'y attache beaucoup d'importance, même pour les vols de loisirs. C'est pour ça que je vous dis d'être assez rigoureux, parce qu'en cas de problème, c'est là-dessus que vous pourrez vous justifier, en fait. Hein, c'est ce que vous avez fait, et là, on risquera de vous dire, bah oui, mais vous avez fait ça, mais vous n'avez pas fait ça. Mais si vous avez fait tout ce comme il fallait, on rentre un petit peu dans le cadre de la culture juste, et ben au moins, ça ne sera pas de votre faute. Donc avant de réaliser une mission dans le cadre du scénario S3, un dossier devait systématiquement être adressé à la préfecture du rattachement du lieu. Le responsable de la société avait adressé un dossier de demande de vol, donc à la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui l'a approuvé. Celui-ci comprenait une carte et 4 sites de vol étaient représentés. Donc là on voit la carte, c'est intéressant. On voit donc tout ce qui était prévu, les zones de sécurité, les zones de survol prévues. Donc en bleu sont les zones de survol prévues, les zones de sécurité en rouge, hein, justement en cas de problème, et la zone de décollage qui est le point rose, qui se trouve, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est le petit rond à droite, un peu en haut à droite là, ben, je vous mets une flèche là, voilà, qui se trouve là, ça c'est la zone prévue de décollage. Sur cette carte, on ne voit pas la position de la scène, hein, telle qu'elle devait être installée pour le jour du festival. Elle ne faisait également pas apparaître la résidence de tourisme au niveau du site en forme de L inversée. Donc là, il y a une résidence de tourisme. Arrivé sur place au Barcarès, le responsable de la société des pilotes ont décidé d'entreprendre certains vols au niveau d'un jardin pour enfants situé à proximité des résidences de tourisme. Ce jardin était fermé au public. Je remets la seconde carte parce qu'on nous dit qu'arrivé sur place au Barcarès, le responsable de la société des pilotes ont décidé d'entreprendre certains vols au niveau d'un jardin pour enfants situé à proximité de la résidence de tourisme. Vous voyez sur l'autre carte, le jardin pour enfants est là. Or, si on regarde sur la première carte, à aucun moment il n'était prévu de décoller de cet endroit-là. Et on nous le met dans le rapport. Hein. Aucun site de vol au niveau du jardin pour enfants ou la scène principale n'avait donc été déclaré. Donc déjà là on commence à avoir un petit problème. On se dit, waouh, le vol, là il ne devrait pas forcément avoir lieu à cet endroit-là avec le drone, puisqu'on a en bleu, vous voyez bien sur les cartes, les zones de vol qui étaient les zones prévues de vol. Mais à aucun moment déjà on décollait du jardin pour enfants et surtout on allait au niveau de l'endroit de la Seine. Il y avait un vol qui était prévu aussi au-dessus de la mer. Ensuite on arrive au témoignage du responsable de la société, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. Il explique qu'il agissait comme cadreur, ce que je vous ai dit avant, et qu'il pouvait gérer la caméra à nacelle montée sur le drone via une application mobile DigiGo4. Installé sur son téléphone portable. DigiGo4 était utilisé en mode esclave, ce mode lui permettait d'orienter la caméra indépendamment, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Cela lui permettait également de vérifier les paramètres de vol, tels que la hauteur, le niveau de charge des batteries, mais pas de piloter le drone, c'est exactement ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Hein. Le cadreur, lui, n'a aucune action sur ce que fait le télépilote en fait. Hein. Il est juste là pour lui donner des informations au cas où le télépilote ne les verrait pas. Il est là pour l'aider en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc il explique également donc, que le vol était le deuxième à être réalisé depuis le jardin pour enfants. Donc on rappelle quand même que normalement il ne devait pas décoller de là. Le drone a réalisé des allers-retours entre le jardin et la Seine. Le drone n'était jamais à plus de 50 mètres de distance du binôme et le vent était faible. Donc 50 mètres, on est bien dans les distances du scénario S3. Le vent est faible.
Lors du 4e aller-retour, estimant avoir suffisamment filmé, le responsable de la société a demandé au télépilote de faire revenir le drone pour atterrir. Quelques instants plus tard, alors que le drone était au-dessus de la scène en direction du binôme, il indique avoir reçu une alerte indiquant batterie défaillante. Il a immédiatement averti le télépilote, ce dernier lui a signalé qu'il n'avait plus de contrôle. Le train d'atterrissage se serait baissé, puisque vous savez que si on l'inspire, le train d'atterrissage monte et descend, il se baisse pour se poser. Et donc le drone est tellement descendu qu'il a touché quelque chose. Le cadreur a initialement pensé qu'il s'agissait d'un câble. Donc il a stoppé l'enregistrement de la vidéo en cours. Suite à la collision, le drone a tourné sur lui-même à 180 degrés enlacé. Le cadreur a demandé au télépilote de couper les moteurs, mais la manipulation n'a pas fonctionné. On va voir pourquoi par la suite. Le drone est descendu tout en contournant de gauche à droite l'écran géant. Il s'est retrouvé devant la scène et a terminé sa course dans le public. Donc le cadre ajoute que quand il a récupéré après le drone, juste après l'événement, une batterie indiquait 40% et l'autre 60%. Il faut savoir que sur l'Inspire 2, il y a deux batteries. Il y a deux batteries qui justement sont faites pour que normalement, quand une batterie est défaillante, le drone puisse continuer à voler sur la seconde batterie. Apparemment là, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas pourquoi, on verra par la suite. Il précise que les batteries étaient pleines au début du vol. Le télépilote, lui, détenait toutes les attestations nécessaires à réaliser son vol. Il totalisait aussi, on nous dit, plus de 400 heures de vol. Ça a comme son importance, c'est que c'était pas un petit débutant. Voilà, donc lui, il contrôle le drone avec la radiocommande maître en utilisant l'application DigiGo 4. Donc lui a absolument toutes les commandes, mais ne s'occupe pas des prises de vue de la nacelle. Il s'occupe que du pilotage de son drone. Donc lui, dans son témoignage, il nous dit que les batteries avaient été utilisées lors d'un des 3 vols précédents, puis rechargées à 100%. Il faisait des allers-retours. Il n'a jamais dépassé 30 mètres par rapport au sol, hein, donc on était vraiment dans les clous de tout ce qu'il fallait, voilà. Et que lors du 4e aller-retour, après 3 ou 4 minutes de vol, le cadreur lui a signalé que le niveau de batterie chutait. Il a alors décidé de faire revenir le drone pour un atterrissage. Mais sur le retour, le drone a amorcé une descente non contrôlée vers un poteau de 15 mètres de hauteur, côté gauche de la scène. Le télépilote rapporte que sur l'application de sa tablette, une batterie apparaissait en rouge à 10 ou 12%, alors que l'autre était dans le vert à 40%. Il ne se rappelle pas avoir reçu d'alerte sonore ou visuelle concernant les batteries. Donc il indique un peu comme le cadreur ensuite que le drone a continué sa descente vers le poteau, jusqu'à le percuter aux 3/4 de sa hauteur. Il explique que le drone a d'abord pivoté à 180 degrés enlacé. Le cadreur lui a alors demandé de couper les moteurs. Il a exécuté en poussant les joysticks de la radiocommande. Donc en fait, il a poussé les joysticks, les deux, vers l'intérieur. Voilà, c'est ce que l'on voit sur le dessin. Donc, quand il a fait ça, en parallèle, donc le drone a débuté une nouvelle descente lentement, tout en tournant sur lui-même enlacé, selon son souvenir, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ensuite, il a perdu le visuel du drone puisqu'il s'est retrouvé sur le devant de la scène alors qu'eux se trouvaient à l'arrière. Donc ensuite, il explique que lui-même et le cadreur se sont demandé s'ils devaient déclencher le coupe-circuit. La hauteur du drone leur semblant insuffisante, ils ne l'ont pas fait. C'est vrai que je pense que pour le parachute, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Par contre, le coupe-circuit aurait peut-être pu permettre, lui, d'éviter de couper les moteurs instantanément. Et ça aurait, à mon sens, été pas mal. Voilà, donc d'ailleurs, il nous dit, le télépilote considère que le double parachute n'aurait pas été efficace et que le drone aurait pu chuter sur quelqu'un. Il émet l'hypothèse que la perte de contrôle avant la collision avec le poteau est due au problème soudain des batteries. Il ajoute que le drone qui ne répondait plus aux commandes a alors décidé d'attirer de lui-même et a percuté le poteau. Donc ce qui, à première vue, comme ça, est vraisemblable, puisque le drone, une fois qu'il a un problème de batterie, il va vouloir se poser, il va descendre, là il percute le poteau, et après il fait un petit peu n'importe quoi. Alors ensuite, dans notre rapport, on a les renseignements concernant le drone. Bon, je vais passer rapidement dessus, c'est un Inspire 2. On nous parle de problèmes précédents connus sur les batteries TB50 et TB55. Donc c'est l'un de ces modèles de batterie qui était utilisé lors de l'accident. Le micro-logiciel avait été mis à jour par DJI, avec une version qui se termine par 300. Après l'événement du bac à reste, le responsable de la société lui récupère son drone, il rentre chez lui le matin même. Voilà, et donc lorsque le BEA a accès au drone, la version, mais donc ça c'est 11 jours après, la version du logiciel est bien la bonne, c'est-à-dire la dernière, qui finit par 300. Donc ça, on ne sait pas si le drone a été modifié entre-temps ou pas, puisqu'il n'est pas possible de déterminer à quel moment cette mise à jour a été effectuée. Ça, c'est ce qui nous est dit. Ensuite, on nous explique l'atterrissage automatique d'urgence. En cas d'autonomie faible, le drone va amorcer automatiquement un atterrissage d'urgence. Si la batterie est trop faible qu'il n'a pas le temps de revenir à son point de départ du RTH,
il va se mettre à essayer de descendre pour se poser directement à l'endroit où il est. Donc il est précisé qu'un atterrissage automatique d'urgence se déclenche uniquement lorsque l'alerte critique batterie faible est active. Hein. Ce dernier rapporte avoir sélectionné 10% sur l'application DJI Go 4. Bon, moi, soit dit au passant, 10% pour un professionnel, ça me paraît vraiment très faible de laisser 10% de batterie, sachant qu'on dit toujours de pas trop descendre, taper dans les batteries. Moi, je sais qu'au minimum, généralement, je mets 25% pour justement me garder une marge suffisante. Hein, et éviter, en cas de problème de batterie, justement, que ça tombe d'un coup, en fait. Hein, parce que ça peut arriver. Hein. Donc, voilà, je trouve ça, c'est juste un avis personnel. Hein. Voilà, mais quoi qu'il en soit, les valeurs de charge des batteries relevées par les responsables de la société juste après l'événement, 40 et 60%, confirmées par les gendarmes qui se sont rendus sur le site, ne sont pas compatibles avec la logique de déclenchement d'un atterrissage automatique d'urgence. Ensuite, on revient sur la coupure des moteurs. Voilà, on nous montre bien le symbole sur le mouvement des manches vers l'intérieur, on va dire. Or, d'après le manuel d'utilisateur, cette manipulation correspond au démarrage des moteurs. Les moteurs n'ont donc pas été coupés. Pour éteindre les moteurs, le télépilote avait deux possibilités. Utiliser sa radiocommande pour réaliser la procédure décrite dans le manuel d'utilisateur, c'est-à-dire pousser le joystick de gauche vers le coin inférieur bas et appuyer sur le bouton RTH en même temps. Ou utiliser sa commande séparée pour activer le système associant coupe-circuit et double parachute. Donc ensuite, le BEA a fait quelques essais et recherches, données de vol. Le drone, dans sa mémoire interne de l'application, enregistre les paramètres de vol sous forme de journaux. Vous savez, il y a des journaux de vol qui peuvent être édités par la suite pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On nous met d'ailleurs, cela permet notamment d'étudier le comportement du drone en cas de dysfonctionnement. Les journaux sont systématiquement créés à chaque vol. Donc on nous met les paramètres qui peuvent être enregistrés, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on nous précise qu'aucun de ces journaux n'a pu être récupéré. Le télépilote explique qu'il n'y est pas parvenu à la suite d'un échec, et donc il a formaté sa tablette. Donc là, on peut se dire problème quand même, quoi. C'est dommage d'avoir formaté la tablette, même si lui n'y est pas arrivé, il aurait pu attendre peut-être que quelqu'un d'autre y arrive. Le cadre indique ne pas en avoir sur son téléphone portable. Voilà, et les dernières données du drone remontent au 19 juillet, soit 5 jours après l'événement, puisque l'opérateur s'est resservi du drone pour une autre mission quelques jours plus tard. Donc ensuite, le BEA a effectué des essais. Le premier réalisé avec la participation de DJI et avec un Inspire 2 équipé de 2 batteries utilisées lors du vol de l'événement. Le second est réalisé avec le drone du vol de l'événement et ses batteries. Donc lors de ces vols d'essai réalisés par le BEA, donc avec un drone prêté par DJI et les batteries utilisées lors de l'événement, et après le drone de l'événement avec ses batteries de l'événement, faut y arriver, aucun incident et aucune anomalie n'a été observée pendant les deux tests. Voilà, il faut le savoir. Et les journaux de vol ont été créés correctement et ont pu être analysés. Ça a aussi son importance. Mais tout ça, c'est ce qui rentrera dans l'enquête gérée par la gendarmerie des transports aériens. Le BEA, lui, il donne juste son avis sur tout ce qui s'est passé. Alors ensuite, dans ce rapport, vous voyez, ça rentre vraiment dans le détail. On nous parle de protection des tirs au vol. Alors, trajectoire, Festivalier a décrit la trajectoire finale dans le public. Il était situé à l'avant du public, entre la scène, le milieu de la scène et l'écran géant gauche. Donc lui, d'après un témoin, il explique que l'aéronef semblait en parfait état de fonctionnement et que ses 4 hélices tournaient. Le drone a d'abord heurté la tête d'un festivalier situé à proximité de lui sans le blesser, etc. etc. Bon, on va pas revenir sur les blessures, c'est pas le but. Et ensuite, on arrive donc aux conclusions émises par le BEA. Conclusions sont uniquement établies à partir des informations dont le BEA a eu connaissance au cours de l'enquête. Elles ne visent nullement à la détermination de faute ou de responsabilité. On est toujours dans la culture juste, vous voyez, on reste toujours sur une même ligne de conduite. On ne dit pas il a fait ça, c'est pas bien, il va aller en prison. C'est pas ça du tout le but du truc. La société a reçu l'autorisation préfectorale de réaliser avec un drone des prises de vue de nuit d'un festival de musique réunissant plusieurs milliers de personnes. Jusque-là, c'est bon. Cette autorisation était assortie du respect d'une zone d'exclusion des tiers de 30 mètres de rayon. Arrivé au festival, le télépilote et le cadre ont décidé d'entreprendre le vol et l'événement sur un site non déclaré. Donc déjà là, ça c'est quand même moyen, c'est que vous faites une déclaration en préfecture et puis en fait vous y tenez pas, vous allez voler ailleurs. Le drone a réalisé des allers-retours entre le site de vol et la verticale de la scène. Sur la vidéo prise par la caméra à nacelle du drone, on aperçoit des tiers à moins de 10 mètres de distance horizontale de la zone d'évolution de l'aéronef. Alors que, c'était bien précisé,
au niveau préfecture qui devait être dans une zone d'exclusion de 30 mètres. Et là, on nous dit qu'on voit du public à 10 mètres. Le télépilote et le cadreur expliquent qu'un problème sur l'une des deux tablettes a entraîné une perte de contrôle juste avant la collision avec un montant de la scène. L'ensemble des examens menés par le drone et ses batteries n'a pas permis de reproduire la panne décrite. Donc là, ça laisse toujours un doute quand même, hein, puisque d'un côté on nous indique une panne, d'un autre côté il n'y a plus la panne. Alors bon, on le sait bien des fois, hein, on va chez le garagiste pour un problème à sa voiture, puis quand on arrive chez le garagiste, il n'y a plus de problème. On n'est pas à l'intérieur, c'est juste pour dire que voilà, il y a des doutes qui sont émis. Les valeurs de charge des batteries révélées après le vol ne sont pas compatibles avec la logique de déclenchement d'un atterrissage automatique d'urgence. C'est pareil, donc là, on tendrait à plus se dire qu'il y aurait eu peut-être une faute du télépilote, peut-être une erreur du télépilote, hein, tout simplement. Hein, je ne sais pas, hein, là on n'en a aucune idée. Les journées de vol n'étant plus présents sur le drone, ça c'est bien dommage. Sur la tablette du télépilote ainsi que sur le téléphone du cadreur, le BA n'a pas été en mesure d'obtenir des informations complémentaires sur une possible défaillance de la batterie. À la suite de heures avec le montant, le télépilote a tenté d'éteindre les moteurs en vol. Cependant, la manipulation effectuée sur sa radiocommande n'était pas la bonne. Donc lui, en fait, il croyait éteindre les moteurs, il a fait la manip pour allumer les moteurs. Donc les moteurs ne se sont pas arrêtés. Dans l'hypothèse où le drone était toujours contrôlable, alors ça, on ne le sait pas, mais s'il était contrôlable, avec la manipulation qu'il a fait, ça pourrait expliquer le début de trajectoire du drone après la collision avec le montant. Donc on pu contribuer au fait que le drone termine sa course dans le public et entre en contact avec des tiers, donc la réalisation d'un vol au-dessus d'une zone non prévue, ça forcément. Il est au-dessus d'une zone où il n'avait pas le droit de vol, on l'a vu sur les images au début, il ne fallait pas qu'il vole à cet endroit-là. La décision de réaliser un vol ne respectant pas une zone d'exclusion des tiers imposée, ben oui, il est trop près des personnes. La réalisation d'une procédure inadaptée par le télépilote pour mettre fin au vol du drone. Le télépilote a utilisé une procédure inadéquate pour arrêter les moteurs en vol et n'a pas activé le système associant coupe-circuit et double parachute. A pu contribuer à la gravité des blessures infligées aux fusiliers l'absence de protection autour des hélices. Aucune protection de ce type n'est imposée par la réglementation, qu'elle soit française ou européenne. C'est vrai que les protections d'hélices, on les met surtout pour les débutants, pour éviter qu'ils abîment leurs hélices et puis qu'ils aillent taper un arbre, un machin. Elles sont absolument pas obligatoires actuellement, donc là voilà, là on peut pas lui jeter la pierre. Moi le premier, je mets jamais de protection d'hélice. Protection d'hélice, faut savoir, s'il y a du vent, elles peuvent avoir une incidence aussi sur la stabilité du drone, etc. Donc il y a du pour, il y a du contre. Même avec les protections, ça aurait peut-être pas tout empêché, ça aurait pu amenuiser par contre les blessures. Mais on va y revenir, vous allez voir. Enseignement de sécurité, respect de la zone d'exclusion de tiers. Donc les vols de drones en agglomération ou à proximité de rassemblement de personnes sont possibles en scénario S3, on est d'accord. Le respect de la zone d'exclusion des tiers permet d'assurer une distance minimale entre le drone et les tiers afin de limiter les conséquences d'une perte de contrôle. Celle-ci pouvant survenir à la suite d'une défaillance technique ou d'une erreur de manipulation du télépilote. Parce que le télépilote peut faire une erreur, mais il peut y avoir un problème technique, un problème électronique. Alors, procédure d'urgence pour éviter les blessures sur tiers. Le déclenchement du système associant coupe-circuit parachute ou l'arrêt des moteurs en vol n'est pas réalisable à l'entraînement. Cela peut entraîner un endommagement conséquent du drone. C'est vrai qu'à l'entraînement, rarement on s'amuse à couper ses moteurs en vol pour voir un peu comment ça fait et pour reprendre parce qu'on risque plus de tout casser qu'autre chose. Donc moi-même, je ne l'ai jamais fait. Ça, on ne le fait pas à l'entraînement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment on coupe les moteurs. Néanmoins, la connaissance et la revue des procédures associées doivent faciliter sa réalisation dans un contexte opérationnel au cours de laquelle la prise de décision est plus difficile. L'application des procédures d'urgence et le respect des zones d'exclusion des tiers constituent les principales barrières de sécurité. Il est donc indispensable que ces deux mesures soient strictement mises en œuvre. Voilà, respecter la distance avec les tiers et connaître les procédures. Préservation des indices, important aussi. Après l'événement, le responsable de la société récupère le drone, il est rentré à son domicile. Les journaux enregistrés par le drone ont été effacés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien dommage. En l'absence de ces données, il n'a pas été possible de comprendre les circonstances exactes de l'événement et de déterminer si le drone a subi une panne. Peut-être il y avait une panne, peut-être il n'y avait pas de panne. On ne le saura jamais. Les enseignements de sécurité dont les opérateurs de drones auraient pu bénéficier ont donc été limités. C'est sûr que le BEA n'a pas pu rentrer dans le détail. Et ensuite, on termine par la protection des hélices. Lorsque le drone a terminé sa course dans le public, plusieurs festivaliers ont été blessés par les hélices. L'installation de protection aurait permis de limiter, voire de prévenir les blessures. Peut-être, peut-être pas, ça on ne le sait pas, mais peut-être amoindrir les blessures, ouais. Pour l'Inspire 2, Digi proposait une solution à la vente, mais c'est rarement installé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour limiter les conséquences d'une collision entre un drone
léger et une personne, le développement de systèmes limitant les coupures devrait être favorisé. Vous voyez, là, le BEA est dans son rôle, il soumet une recommandation, il dit qu'on devrait favoriser les protections d'hélice lorsqu'il y a un risque de collision avec une personne. Donc peut-être que dans le futur, à titre professionnel, ça sera obligatoire, ça on ne le sait pas. Et il rajoute, d'ailleurs, vous voyez, la protection physique autour des hélices pourrait à ce titre être généralisée. Voilà, donc vous avez vu, cette vidéo, je le pense, sera assez longue. J'espère que vous aura plu quand même. Je ne vais pas discuter là pendant 1 heure. Moi, ça m'a semblé assez intéressant déjà de refaire un petit rappel de la réglementation très très succinct, de détailler un petit peu ces accidents parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui les détaille. Moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a intéressé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, évidemment, parce que je suis pas sûr, il y en a peut-être qui vont avoir décroché avant. Voilà, j'ai essayé de vous mettre un petit peu tous les traces et les indices, un petit peu. On a fait plus ou moins notre enquête comme l'a fait le BEA. Dans tous les cas, moi je pense que c'était intéressant à voir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce type de vidéo. Comme je vous l'ai dit, dites-le moi en commentaire. On s'abonne à la chaîne, les réseaux sociaux. Dites-le moi sur Discord si vous voulez. On peut discuter en direct sur Discord. Il y a le Twitter, il y a tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux, je mets tout là. Écoutez, je parle pas plus longtemps. Merci à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui motive pour continuer à faire des belles vidéos. Et puis moi de mon côté, j'attends de voir l'arrivée du Mini 3 Pro, voir un petit peu ce qu'il va donner. Voilà, j'en dis pas plus. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.